Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vous n'allez pas le croire ». Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Les histoires que je vais vous raconter dans ce podcast sont d'abord des fictions basées sur des faits réels ou des témoignages que je vous exposerai en deuxième partie d'émission. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Stéphanie se fait des films, pour mes prochaines réalisations, dont un court-métrage intitulé Le chemin des innocents, un documentaire, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute. Dimitri se tient face à l'océan. Il imagine que là, des centaines de kilomètres de côte ont été avalés en quelques instants par l'immense vague le 11 mars 2011. Qu'elle a emporté les murs, les hommes, les photographies, le métal, la brique, la chair, tout ce qui se trouvait sur son passage. Dimitri entend un seul cri, profond et grave, l'unisson de toutes ces âmes balayées par les eaux. Difficile de ne pas avoir de frissons, même quand on a du mal à croire à toutes ces histoires qui circulent. Il n'a jamais été féru de paranormal, de surnaturel. Dimitri est un scientifique et ses pieds sont bien ancrés dans la réalité. D'ailleurs, ses chaussures s'enfoncent un peu dans la vase. Il serait temps de faire demi-tour. Ce qu'on lui a raconté la veille, les visages qui se dessinent dans la terre, il n'y croit pas, mais quand même, il n'a pas envie de s'attarder. Sa voiture l'attend et il va retrouver la civilisation, la chambre d'hôtel où il va écrire son article. Il pense que beaucoup n'ont pas eu cette chance de retrouver leur chez eux après s'être tenus là. Il sent même un poids s'accrocher à ses chevilles alors qu'il remonte vers la route. Quelque chose se passe ici, c'est indéniable. L'air est plus lourd et plus dense qu'ailleurs. Quand Dimitri démarre le moteur de sa voiture de location, il est presque soulagé. Il voulait être là depuis longtemps, c'est vrai, mais il n'avait pas mesuré le poids de l'émotion. Tout est tellement plus réel et vibrant sur place. Il roule un peu vite et manque de rater un feu de signalisation. Alors qu'il s'arrête in extremis, quelque chose bouge dans le reflet du rétroviseur. Une ombre, presque insaisissable, dans sa vision périphérique. Dimitri ôte ses lunettes, se frotte les yeux, remet ses lunettes, mais l'ombre est toujours là. Alors il se retourne pour vérifier le siège arrière. Rien. Il redémarre, continue sa route avec davantage de prudence. Et là, je veux rentrer chez moi. Pas de doute, cette fois-ci, il a bien entendu la voix. Une voix d'homme, un peu tremblante, et qui lui parlait dans un anglais mal assuré. Un long frisson parcourt l'échine, grimpe comme une vague. Je veux rentrer à la maison. Dimitri n'ose pas se retourner, mais il sent une présence. La chaleur d'un corps, le volume de l'air change. Il sait qu'il n'est pas seul. Il ose à peine balbutier. Où? Une main fantomatique le frôle alors, et il tourne instinctivement son regard vers le haut de la colline. Dimitri sait qu'il n'y a que des maisons vides à cet endroit. Il le sait parce qu'il en a fait le tour la veille. Peu importe, il prend la direction du point le plus haut de la ville. La présence ne se dissout pas, elle ne faiblit pas, et Dimitri a même l'impression que la tension monte à mesure qu'il se rapproche de l'endroit indiqué par l'invisible. Il s'arrête. Et c'est là que l'incroyable se produit. La porte arrière s'ouvre
puis se referme d'elle-même. Dimitri en a les larmes aux yeux. Il n'ose pas se retourner. Puis il le fait quand même. Enlève ses lunettes embuées. L'homme se tient là, immobile face au mur vide. La scène est d'une tristesse sans mesure. Pourtant, Dimitri sent une profonde paix l'envahir. Un remerciement. L'un d'entre eux est rentré à la maison. Alors les faits que je vais vous relater ont été rapportés dans le 4e épisode de la saison 2 de la série Netflix Unsolved Mysteries, en français Les enquêtes extraordinaires. On y aborde souvent des cas irrésolus de crimes, de disparitions, mais aussi de temps en temps on y parle de phénomènes paranormaux. Cette enquête, elle sort un petit peu de la ligne habituelle de la série, et pour tout vous dire, elle m'a bouleversée quand je l'ai vue. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Nous sommes le 11 mars 2011, il est 14h46, heure locale, lorsqu'un séisme de magnitude 9,1, une intensité rare, frappe la côte nord-est du Japon. Avec un épicentre à 70 km à l'est de Tohoku, et une profondeur de 24 km sous la surface de l'océan, il a secoué la Terre pendant 6 minutes, déclenchant des vagues jusqu'à 40 mètres à son apogée qui se sont écrasées sur la ville de Miyako, dans le nord-est du Japon. Pendant ce temps, l'eau voyageait sur 10 km à l'intérieur des terres. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Si je vous parle de Fukushima, bien sûr, tout le monde se souviendra que la catastrophe a déclenché une fusion nucléaire dans les réacteurs voisins de la centrale de Fukushima Daiichi, la plus grave fusion de ce type depuis Tchernobyl. Pour ce qui est des dégâts matériels, au total, 350 km² ont été inondés, ce qui comprend la destruction d'hôpitaux, d'écoles, d'entreprises, de maisons, de chemins de fer et tout le reste, en plus de la défaillance de la centrale qui a privé toute la région d'eau et d'électricité pendant plusieurs jours. Mais le chiffre le plus effroyable, bien sûr, reste le bilan humain. Le tsunami a fait plus de 18 000 morts dans la région côtière de Tohoku, 3 097 morts et 2 770 disparus dans la seule ville balnéaire d'Ishinomaki, dont je vais vous parler aujourd'hui. Honnêtement, je pense pas qu'il soit possible de se représenter mentalement l'ampleur de la tragédie. Richard Lloyd Perry, reporter pour le Times et auteur du livre Ghosts of the Tsunami, vivait au Japon depuis 18 ans au moment de la catastrophe, et même connaissant bien la culture japonaise, il a été surpris du retentissement de celle-ci. Le chagrin, la perte et l'angoisse des gens sont ressortis, a déclaré Perry en 2014. Et ce qui est également sorti après quelques mois, ce sont des histoires de fantômes, de hantises et d'événements surnaturels, au point que cela ressemblait presque à une épidémie. En 2016, une étudiante diplômée en sociologie nommée Yuka Kudo s'est rendue à Ishinomaki afin d'étudier cette épidémie dont parle Perry. Elle s'est concentrée spécifiquement sur les chauffeurs de taxi de la ville, car ils sont nombreux à avoir prétendu avoir pris des passagers alors que la ville était désertée par ses habitants, passagers qui s'évaporaient avant d'arriver à destination et qu'ils ont donc identifiés comme étant des âmes perdues dans la tragédie. Le premier chauffeur de taxi a raconté à Kudo une rencontre qu'il avait eue à l'été 2011. Cela ne faisait que quelques mois donc que le tsunami s'était produit et il n'avait pratiquement pas de clients. Il a été choqué d'apercevoir soudain une jeune femme qui le hélait dans une zone particulièrement touchée par la catastrophe. Vêtue d'un lourd manteau d'hiver au milieu de l'été, la silhouette était également complètement trempée.
Le conducteur a à peine eu le temps de se rendre compte qu'il n'avait pas plu depuis des jours, que la femme est montée sur le siège arrière et a demandé à être conduite dans le quartier de Minamiyama, en grande partie abandonné. « Cette zone est presque vide », a déclaré le chauffeur en allumant le compteur. « Êtes-vous sûr ?» Il y eut un long silence, et puis d'une voix tremblante, la femme avait demandé « Suis-je morte ?» Le conducteur terrifié s'était retourné pour faire face à sa cliente, mais n'avait trouvé absolument rien ni personne dans sa voiture. Un autre chauffeur de taxi a dit à Kudo qu'il avait pris un homme d'une vingtaine d'années, à l'air confus, qui n'arrêtait pas de pointer vers l'avant lorsqu'on lui demandait où il devait aller. Finalement, il a simplement dit Ioriyama, un parc de montagne près de la ville. Après avoir gravi la montagne près d'Ishinomaki, le chauffeur a déposé son client sur un plateau au sommet. Mais quand il s'est retourné pour être payé, il n'y avait plus personne dans sa voiture. Ces témoignages n'étaient qu'une infime partie de tout ce qui allait suivre. Les habitants ont commencé à voir le visage de leurs défunts dans les flaques de boue. Certains d'entre eux, même possédés par les victimes du tsunami, proches ou pas, se sont confiés au révérend Kaneta que l'on voit dans l'épisode de la série Unsolved Mysteries, et qui a fait de son mieux pour penser les traumatismes des habitants. Cet homme, par exemple, qui croit retrouver sa mère dans un abri, juste pour s'apercevoir au moment où il prend cette femme en photo que ce n'est pas elle, et que le bus où se trouvait sa mère a été retrouvé sans espoir de survie pour ses passagers. Ou encore ce père de famille qui n'a survécu que pour enterrer sa fille aînée, sa femme et leur bébé. On en parle aussi rarement, mais la défaillance de Fukushima a fait que toutes ces familles, privées d'électricité, ont été aussi privées de la possibilité d'incinérer leurs morts, et qu'il a fallu les enterrer dans un premier temps, puis les déterrer pour pouvoir leur offrir les funérailles appropriées. À Onegawa, on dit que le fantôme d'une vieille femme a hanté un abri pour les réfugiés du tsunami, où elle venait s'asseoir régulièrement pour prendre une tasse de thé, laissant un coussin imprégné d'eau de mer après chacune de ses visites. À Tagajo, une caserne de pompiers a reçu des appels incessants jusqu'à ce que les pompiers se rendent dans les ruines de la maison de leur interlocuteur. Leur prière semble avoir fait cesser les appels de l'au-delà. Qu'on y croit ou pas, la souffrance de ces personnes semble prendre vie et continue de s'exprimer à travers ces témoignages. Il y en a pléthore dans la série et ils sont tous extrêmement poignants, mais elle ne vous montre pas tout. En effet, on n'aborde pas par exemple le sort de l'école primaire d'Okawa. Sur les 75 élèves qui sont morts à l'école pendant le tsunami, 74 venaient d'Okawa, laissant les parents dans le deuil et profondément marqués par l'injustice d'une évacuation qui n'a jamais été décidée. Parmi tous ces récits que Perry rapporte dans son livre, il y a aussi l'histoire de ce constructeur, à qui il donne le nom de Takeshi Ono, un homme lui aussi victime de possession dans les suites de la catastrophe. Je cite. « Il grognait comme une bête, se roulait dans la boue devant sa maison, fixait les silhouettes qui passaient devant. Il se retournait à plusieurs reprises contre sa famille, grognant « Tombez raide, tout le monde est mort, alors mourrez !» Pour obtenir des réponses, cet homme est allé voir le révérend Kaneda. Selon Paris, le révérend a éclaboussé Ono avec de l'eau bénite jusqu'à ce que sa tête s'éclaircisse. Puis, il a révélé à Ono que la possession était peut-être une punition. En effet, Ono s'était rendu dans la zone dévastée avec des involtures, mangeant une glace. « Quelque chose s'est emparé de vous », a déclaré le révérend. « Peut-être les morts qui ne peuvent pas encore accepter qu'ils sont morts. Ils ont essayé d'exprimer leurs regrets et leurs ressentiments à travers vous. » Dans la religion shintoïste que l'on peut traduire par la voix des dieux, et qui est la foi indigène du peuple japonais, les esprits habitent toutes choses animées et inanimées. Cette relation séculaire aux yorei, aux fantômes, imprègne chacun et fait de cette cohabitation avec les esprits une chose naturelle.
Il est donc tout aussi naturel de se dire que ces esprits emportés avant qu'ils n'y soient préparés, de façon brutale, continuent de errer là où ils avaient leurs habitudes, et de chercher un chemin vers leur maison disparue, en cherchant quand ils le peuvent l'aide des vivants. À un moment dans l'épisode, le révérend Kaneta compare la mort à un shoji, cette porte dans l'architecture japonaise qui sépare deux espaces, mais qui n'est qu'une fine barrière semi-transparente. Ainsi, chacun pourrait entrevoir l'autre côté. Pour conclure, quelque chose que je trouve très beau, la ville d'Otsushi, dans le district de Kamiei, a installé une cabine téléphonique appelée téléphone de la nature au sommet d'une colline surplombant l'océan et qui permet aux personnes en deuil d'envoyer des messages à leurs proches dans un autre royaume. Je pense que c'est la meilleure conclusion que l'on puisse donner à cette histoire qui continue de vivre alors que je vous parle. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr à l'épisode de la série Unsolved Mysteries, les enquêtes extraordinaires en français, ainsi qu'au livre très complet de Richard Lloyd Parry, Ghosts of the Tsunami. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et si vous avez apprécié le sujet, à le partager sur vos réseaux. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.